Chers amis, à mon tour de remercier le bureau de l'Association des cardiologues du Sud pour leur invitation pour ces journées. Et bien sûr, je suis ravie d'être parmi vous. J'ai repris à la volée cette présentation du Dr El-Sharawat qui a eu un imprévu de dernière minute. Donc, c'est moi qui vais vous parler du suivi échocardiographique des patients sous chimiothérapie. Comme cela a été bien expliqué par le professeur Appel il y a quelques minutes, il faut très bien différencier la chimiothérapie des thérapies ciblées et des autres thérapeutiques du cancer. Il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Donc les chimiothérapies, ce sont des molécules anticancéreuses cytotoxiques qui agissent sur les cellules à fort potentiel mitotique, donc les cellules qui se reproduisent très, très vite. Donc, elle cible la cellule cancéreuse parce que, par définition, la cellule cancéreuse se multiplie rapidement, mais elle va aussi agir de façon, malheureusement, comme un effet secondaire sur d'autres cellules de notre organisme qui se multiplient rapidement pour induire des effets secondaires qu'on va voir tout à l'heure. Les thérapies ciblées, c'est des thérapies qui vont cibler soit la cellule tumorale, soit son environnement. Donc, ils vont être dirigés non pas contre une mitose ou contre une phase de multiplication de la cellule, mais sur un élément important dans le fonctionnement de cette cellule, que ce soit un récepteur cellulaire ou une protéine intracellulaire qui est dite protéine à activité tyrosine kinase. Donc nous, on va s'intéresser aux chimiothérapies et donc les chimiothérapies qui sont capables d'induire une toxicité myocardique, c'est en général les anthracyclines. Donc les anthracyclines avec à leur tête la doxorubicine et l'épirubicine. Et cette toxicité myocardique va survenir avec une incidence qui est très variable selon les études. Elle a été rapportée entre 3 et 26%. Pourquoi autant d'écart dans cette incidence? Parce que les études sont très différentes selon qu'on rapporte des études chez des enfants ou chez des adultes, selon les thérapeutiques qui ont été combinées, selon les doses d'anthracycline qui ont été données et selon la définition même de la cytotoxicité, de la cardiotoxicité, c'est-à-dire est-ce qu'on parle d'insuffisance cardiaque symptomatique ou on parle d'insuffisance cardiaque infraclinique. Alors les anthracyclines sont très largement utilisés. Ils sont utilisés dans les cancers hémato, les sarcomes, mais aussi beaucoup dans le cancer du sein et d'autres cancers comme le cancer du poumon, de la vessie, de l'estomac ou de l'ovaire. Le mécanisme d'action des anthracyclines, donc c'est une molécule, comme je l'ai dit, qui agit sur la cellule tumorale en mitose, qui est en pleine multiplication. Elle va empêcher la réplication de l'ADN et en empêchant la réplication de l'ADN, elle va induire une apoptose de cette cellule et la mort cellulaire. Le mécanisme de cardiotoxicité est différent du mécanisme sur les cellules tumorales. En fait, les anthracyclines en intramyocytaire vont induire une surproduction de radicaux libres. Ces radicaux libres vont induire une dysfonction mitochondriale, une dysfonction mitochondriale. Et cette dysfonction mitochondriale va induire soit à court terme, dans la toxicité aiguë, soit à plus long terme, la mort cellulaire. Et on aura donc cette fameuse toxicité myocardique dite de type 1, avec une nécrose myocytaire, cette toxicité qui est classiquement dite irréversible, et les doses dépendantes. Donc plus la dose d'anthracycline est élevée, plus on est exposé à présenter ces phénomènes de cardiotoxicité et accumulatifs, alors que les thérapies ciblées et dont le trastuzumab dont a parlé les anti-HER2 ont une toxicité plutôt dite réversible. Elles induisent plutôt une sidération plutôt qu'une mort myocytaire. Cette toxicité est dose indépendante et elle a un effet suspensif, c'est-à-dire que quand on va arrêter l'anti-HER2, la cellule, la fonction du ventricule gauche pourrait récupérer totalement. Donc là, c'est pour vous parler de chronologie. Donc on distingue la toxicité myocardique aiguë, c'est-à-dire pendant la phase où le patient reçoit
la chimiothérapie, c'est le plus grand nombre de patients, mais il ne faut pas oublier de surveiller les patients au long cours, surtout les patients à haut risque de cardiotoxicité, parce qu'on peut avoir des toxicités très tardives qui peuvent survenir des dizaines d'années après le traitement anticancéreux par anthracycline. Et tout notre challenge va être d'agir le plus tôt possible, de faire le diagnostic le plus tôt possible de cette cardiotoxicité par des outils que l'on connaît et qu'on utilise en pratique courante maintenant pour éviter l'évolution tardive vers la survenue d'une insuffisance cardiaque dont le pronostic chez ces patients est relativement réservé. Donc, pour détecter cette cardiotoxicité, on va surtout s'appuyer sur le couple échocardiographie et biomarqueurs, troponine et NT-proBNP, qui sont très largement utilisés selon les recommandations que je vais vous décliner tout à l'heure. Donc, d'abord, il faut une évaluation initiale, et cette évaluation initiale, c'est la pierre angulaire de la prise en charge. Donc, il faudra, comme cela a été dit, stratifier les facteurs de risque cardiovasculaires. Il faudra rechercher les antécédents cardiovasculaires des patients, les antécédents de traitements anticancéreux et les types de traitements anticancéreux que les patients ont reçus, et bien sûr un examen clinique avec un électrocardiogramme, des biomarqueurs chez les patients à haut risque et une échocardiographie transthoracique. Alors, l'échocardiographie initiale, là, je rentre dans le but du sujet, bien sûr, elle sera centrée sur la fonction systolique du ventricule gauche, mais il ne faut pas oublier de faire une évaluation complète et un examen échocardiographique complet en évaluant la présence d'une valvulopathie. Et il faut savoir que ces patients qui ont des chambres de chimiothérapie ont une porte d'entrée pour des éventuelles endocardites infectieuses. Et il ne faut pas oublier non plus que ces patients aussi, s'ils ont des valvulopathies, ils vont passer par des phases, je ne sais pas pourquoi l'écran est noir, par des phases, monsieur, il y a un problème de projection. Donc les patients aussi, ils vont passer par des phases d'aplasie médulaire où ils vont être en état de déficit immunitaire et ils sont très sujets à des infections. Et en cas, bien sûr, de passage systémique ou de bactériémie, et avec la présistance d'une valvulopathie, ils peuvent présenter donc un sur-risque d'endocardite infectieuse. Les pressions de remplissage aussi doivent être évaluées. Pourquoi? Parce que ces patients sont aussi sujets, en plus de faire de l'insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée, ils sont aussi sujets à faire de l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, donc avec une fraction d'éjection normale et une insuffisance cardiaque authentique. Et ce sont les pressions de remplissage qui vont nous aider, en plus du NT-proBNP, à poser le diagnostic. Donc l'échocardiographie, c'est un examen qui est recommandé en classe 1, donc chez tous les patients. Il faut le faire systématiquement chez tous les patients qui vont avoir un traitement par anthracycline. Et l'échocardiographie est recommandée en premier, donc c'est l'examen, la première intention à réaliser. C'est une classe 1 à niveau de preuve C. Donc ici, tous les paramètres qu'il faut recueillir en échocardiographie, donc un examen le plus complet possible. Et cette échocardiographie, en plus, bien sûr, va s'appuyer sur la mesure de la fraction d'éjection. Pendant longtemps, on va dire, cette fraction d'éjection, la méthode 2D était la méthode de référence, selon la méthode de Simpson-Biplan, mais on connaît un petit peu les limites de la méthode de Simpson-Biplan, ce qui est principalement le manque de reproductibilité avec une variabilité intra- et inter-observateur, et la dépendance aux conditions de charge, et puis les problèmes parfois d'échogénicité. L'écho 3D dépasse l'écho 2D en termes de reproductibilité, et actuellement les recommandations nous disent chaque fois qu'on peut et qu'on a la possibilité de faire du 3D, il faut le préférer pour mesurer la FEVG. Ce qui est important à savoir, c'est que si on choisit une méthode pour évaluer la FEVG, il faudra s'astreindre à surveiller avec la même technique. Il n'est pas question de commencer par du 2D, puis la fois d'après faire du 3D, puis une fois on fait l'IRM.
non, les méthodes ne sont pas comparatives, donc il faut s'astreindre et garder la même technique tout au long du suivi. Et donc pour vous dire, pour corroborer ce que j'ai dit par rapport à la FE 3D, c'est ces excellentes corrélations de FEVG par rapport à l'IRM, alors que l'écho 2D, par ce problème de reproductibilité, est moins bien corrélé. Bien sûr, quand on a un problème d'échogénicité, il faut passer à autre chose. Même le 3D ne résoudra pas le problème. Soit on injectera un produit de contraste, ou on passera à l'IRM. Mais là encore, si on décide de surveiller les patients par IRM, il faudra les surveiller de la même façon. Donc l'IRM, on peut la considérer si l'échographie n'est pas contributive pour le diagnostic, c'est une classe 2A. Le strain est un élément très important à recueillir puisque c'est un marqueur très précoce de toxicité myocardique qui précède l'altération de la FEVG, avec toujours, comme la FEVG, le problème de dépendance aux conditions de charge, mais il a été clairement démontré qu'une baisse relative du strain de plus de 15% est un marqueur précoce de toxicité myocardique. Donc si on a une patiente qui passe de 20 à 16%, c'est-à-dire une variation de plus de 3 points, il faut se poser des questions. C'est un marqueur précoce de toxicité myocardique et donc il est recommandé de le faire à chaque fois que possible. Là encore, il faut utiliser les mêmes appareils et les mêmes logiciels. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, l'écho initial, il faudra stratifier le risque du patient. Et comment on stratifie? Comme cela a été dit par le Dr Appel, on a des outils maintenant sur les guidelines. On va aller dans la catégorie évaluation de base, paranthracycline, et on aura ce listing à remplir. Donc, on a les antécédents de maladies cardiovasculaires, les marqueurs cardiaques quand ils sont faits, les facteurs de risque cardiovasculaires et les traitements anticancéreux antérieurs. Et ceci va nous permettre de classer 3 catégories de patients. Les patients à haut risque ou très haut risque, les patients à risque modéré et les patients à faible risque. Sous anthracycline, les patients à haut risque ou à très haut risque doivent être surveillés par une échocardiographie tous les 2 cycles de chimiothérapie, puis à la fin, 3 mois après la fin de la chimiothérapie et 12 mois après, on fera des troponines NT-proBNP, tous les cycles de chimiothérapie. Chez les patients à risque modéré, on fera une échographie initiale et une échographie après 12 mois. On peut faire une échocardiographie si on atteint la dose de 250 mg par mètre carré en cours de traitement. Donc, cette définition de la toxicité, elle a été expliquée tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces définitions. Il faut juste noter que on a l'insuffisance cardiaque symptomatique et dans ce cadre, on peut retrouver des FEVG normales, c'est-à-dire des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée, et on a l'insuffisance cardiaque. Dans l'insuffisance cardiaque asymptomatique, on se basera essentiellement sur la fraction d'éjection et sur le strain et les biomarqueurs pour classer en sévère, modéré ou légère. Donc, que faire en cas de toxicité? Généralement, sous anthracycline, retenez qu'on va interrompre, dès qu'on a une toxicité symptomatique, on interrompt le traitement, au moins momentanément, et on discute avec le staff en introduisant le traitement de l'insuffisance cardiaque. Quand on a une cardiotoxicité asymptomatique, à moins d'avoir une atteinte légère, où on pourra continuer le traitement en démarrant les bêta-bloquants IEC, les cardiotoxicités asymptomatiques sévères et modérées, on interrompt systématiquement le traitement momentanément, on traite le patient et on réévalue avant de décider de ce qu'on va faire. Donc, il faut être assez catégorique sur le fait que dès qu'on voit apparaître une toxicité sous anthracycline, il faut les surveiller de très près. Et en dehors de la cardiotoxicité légère asymptomatique, dans la plupart du temps, il faudra interrompre le traitement et réévaluer les patients. Alors, il ne faut pas oublier de surveiller les patients sur le long terme. Donc, les patients à haut risque et à très haut risque, il faut continuer à les voir à 1 an, 3 ans, 5 ans, puis tous les 5 ans. Et chez les enfants survivants de cancer, donc s'ils sont à haut risque ou très haut risque tous les 2 ans, s'ils sont à risque modéré, donc les enfants qui ont eu des anthracyclines à un âge très jeune, donc doivent être surveillés systématiquement tous les 5 ans. Et ne pas oublier la prévention primaire et secondaire. Donc,
le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire, le traitement de la maladie cardiovasculaire, essayer de réduire les traitements cardiotoxiques, introduire précocement les bêta-bloquants, les IEC et l'usage des statines. Et dans certains cas, on pourra discuter des anthracyclines moins toxiques comme les anthracyclines liposomales ou voilà, c'est la dernière diapo, le dextrazoxane, pardon. En conclusion, donc, il y a un changement de paradigme. On passe d'une approche spinale vers une approche personnalisée par laquelle il faudra tout d'abord évaluer le risque initial du patient, parce que de ce risque initial, donc, on va élaborer notre plan de surveillance sur le court terme, mais aussi sur le long terme des patients. Il ne faut pas oublier la prévention. Donc, on a vu que les facteurs de risque de cardiotoxicité sont pour la plupart aussi des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, bien traiter les facteurs de risque cardiovasculaire, bien traiter les patients qui ont des signes de cardiotoxicité précoce et les suivre également avec la nécessité d'une excellente collaboration entre cardiologues et oncologues. Je vous remercie.